ravi de vous retrouver en direct de la 70e foire de Châlons-en-Champagne pour ce MAC tout en gourmandise. Alors on va parler bien évidemment de produits de terroir, des produits qui permettent de découvrir cette région du Grand Est côté gourmand avec nos invités. Ils sont tous des spécialistes, ils vont tous vous donner envie de venir ici pour découvrir tous ces merveilleux produits. Alors nos invités, je vous les présente. Daniel Chevalier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur d'asperges. Alors vous êtes, comme on dit dans le cyclisme, le régional de l'étape. Tout à fait. Vous êtes à une quinzaine de kilomètres de Châlons. Tout à fait, oui, à Vésignolles-sur-Marne, c'est dans la vallée de la Marne. Alors Christophe Dufossé, alors vous n'êtes pas le régional de l'étape, mais vous êtes quelqu'un qui m'intéresse beaucoup parce que vous êtes originaire de Calais, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais vous êtes le chef du magasin aux vivres. C'est le restaurant Une Étoile Michelin, s'il vous plaît, Tout à fait. de l'hôtel de la Citadelle à Metz. Exactement, donc propriétaire de cet établissement qui a aussi une brasserie, qui fait aussi des cours de cuisine, cours de pâtisserie et qui a immigré il y a une dizaine d'années à Metz. Qu'est-ce qui vous a plu dans Metz? Une qualité de vie, un potentiel professionnel bien sûr, donc le tout réuni pour faire une belle carrière. Mélanie Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de la brasserie Ardouenne. Alors c'est facile pour vous repérez, on voit ce que vous produisez, c'est devant vous. Ce sont des bières, mais alors vous revenez de loin, parce que la brasserie Ardouenne, c'est quand même une sacrée histoire. C'est l'histoire de la bière dans les Ardennes, c'est vrai qu'elle est assez, il y a un passif assez lourd. Il y avait à peu près 230 brasseries dans les Ardennes à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, il y en a à peu près 4 aujourd'hui. Et Hervé Gourdet, bonjour. Alors, j'allais dire, vous êtes le seul qui ne produit pas de soupe, d'asperges, de bière, de pâté, de saucisson. Je suis le seul non comestible. C'est les nourritures de l'esprit avec vous. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes auteur de bandes dessinées. Alors, je suis plus dessinateur de bandes dessinées et de livres illustrés, on va dire. Donc, je suis dessinateur avant tout. Et puis, voilà, donc passionné de légendes, surtout de la région, des Ardennes. Donc, je suis originaire des Ardennes. Alors, je vous rappelle que vous pouvez intervenir dans cette émission via le compte Twitter de Campagne TV, #LeMag. Et on va commencer avec vous, Daniel Chevalier. C'est les asperges. Moi, j'étais pas persuadé que les asperges étaient une production du Grand Est. C'est une production de n'importe quelle région. On a trouvé dans tous les jardins de nos grands-pères, nos grands-mères, il y avait des asperges. C'est vrai que dans notre région, elle n'était pas une culture majeure comme les céréales ou autres. C'est une diversification qui est venue dans les années 60. Quelques producteurs ont commencé à planter des asperges. Et puis, de fil en aiguille, les voisins ont dit tiens, pourquoi pas essayer cette production-là. Comme ça, la production d'asperges s'est installée dans la vallée de Marne, en Champagne en général, on va dire. Et c'est facile à produire parce que moi je croyais que pour les asperges, il fallait surtout du sable. Non, l'asperge se contente de n'importe quel terrain. Après, le terroir donne le goût à l'asperge. C'est vrai que c'est plus facile de cultiver et surtout de récolter dans des terres légères. Mais si vous avez des terres un peu plus colorées, comme c'est dans notre cas, vous pouvez avoir des asperges qui ont un très bon goût et puis d'une qualité aussi très gustative. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas des spécialistes de l'agriculture, ça pousse comment les asperges ? Eh bien, en fait, l'asperge, c'est une griffe. C'est une griffe qu'on plante. Nous, on la reçoit, elle a déjà 1 an. L'obtenteur a fait les graines. Le multiplicateur, lui, a ensemencé et nous livre des griffes que l'on plante. C'est quoi une griffe ? Une griffe, c'est un pied d'asperge sur lequel vous avez plusieurs bourgeons qui vont émettre les premières asperges. Donc ces premières asperges-là de l'année ne seront pas récoltées, bien sûr, ni l'année suivante. On ne récoltera que la 3e année. Mais celles de la première et de la 2e année, vous les gardez pour vous, non ? Non, les asperges qui poussent, ce sont... beaucoup de gens connaissent l'asparagus, ça ressemble à l'asparagus. C'est la partie végétale aérienne, c'est toute cette partie-là qui va servir à faire les réserves pour les années d'après. Alors on sait que dans l'agriculture, la notion de terroir est très importante. Est-ce que vos asperges, elles sont différentes du point de vue de l'aspect, du point de vue du goût, différentes des asperges par exemple de vos collègues landais ? Tout à fait. Le goût va être différent. La terre le terroir donne le goût à l'asperge. On ne retrouvera pas, le même goût d'une asperge des Landes où elle est
elle est visible, quand on la regarde, elle est superbe. C'est une asperge très blanche, mais qui sera peut-être plus fade. Nos asperges, nous, sont peut-être un peu moins régulières, mais elles ont un goût très particulier. Elles sont appréciées par les consommateurs. C'est quoi ce goût particulier? Faites-nous rêver. C'est un goût qui reste en bouche. C'est un goût qui permet, lorsque vous mangez une asperge dans un plat avec d'autres crudités, vous pouvez la retrouver en disant ça c'est une asperge. Et ces asperges, on les trouve où? Alors ces asperges qui sont produites sur notre exploitation sont vendues sur le lieu de notre exploitation, mais également sur les marchés qui sont aux alentours, Challans, Vitry, Épernay, Saint-Dizier. On les retrouve également lorsque on fait des sorties sur des marchés de terroir, des choses comme ça. Alors, il y a les asperges brutes, on va dire, et puis ce qu'il y a devant vous, là, les asperges transformées. Alors, il y a quoi là? Il y a des asperges classiques, donc expliquez-moi. Voilà, on a l'asperge classique, c'est un bocal. C'est un bocal qui contient environ 900 grammes d'asperges. Ça se fait cuire comment? Là, l'asperge, elle est prête. C'est-à-dire que vous l'ouvrez, vous laissez égoutter, le temps de faire votre mayonnaise, vous pouvez consommer. C'est une asperge qui a été déjà cuite, donc elle est épluchée bien sûr à la main par nos soins et vous pouvez la consommer directement. Alors justement, vous parliez de mayonnaise, il y a un vrai débat sur l'asperge, il ne faut pas se cacher. Certains disent c'est plutôt une sauce ravigote, d'autres c'est plutôt une mayonnaise. Alors Christophe Dufossé, vous le chef, vous allez nous mettre tous d'accord. C'est quoi la sauce avec de la mayonnaise ou avec une sauce ravigote ou avec autre chose? Avec autre chose, la sauce hollandaise. Alors comment on la fait la sauce hollandaise? On part à base d'œufs déjà, d'accord. On sépare les jaunes et les blancs. On fait émulsionner à température de moins de 30 degrés, donc il y a le petit doigt qui est le curseur si on veut. Et ensuite, c'est vrai qu'on additionne on l'allonge avec du beurre, le petit beurre qui a été remonté, pour amener quelque chose d'homogène, de sympathique, d'aéré. Après, je pense que tout amateur, on aime aussi la ravigote, on aime aussi la mayonnaise. Elle peut se vendre aussi avec simplement un jus de citron. Parce que je rejoins ce que dit monsieur, là on parle de goût, si le produit est bon, il n'y a pas besoin forcément de l'additionner à une sauce ou autre. Donc Daniel Chevalier, on peut aussi les manger comme ça, directement sortis du bocal? Oh, si on veut, oui, sans problème. Et alors, ces asperges ou ces veloutés, parce que vous avez aussi la déclinaison en soupe, on va dire, oui. On les trouve où? Il faut venir chez vous, dans votre exploitation, ou ça passe les frontières de la Marne et du Grand Est? Notre production est limitée, donc on n'a pas une grande production, on n'a pas un écoulement très important. C'est combien votre écoulement? Vous en produisez combien de bocaux? On produit, on conserve d'asperges comme ça, on en produit environ 600 par an, et puis 4 à 500 en velouté. Donc c'est des petites productions. On va dire que c'est vraiment de l'artisanat. Donc il faut venir dans la Marne pour les goûter? Tout à fait, oui. Et c'est une nécessité aujourd'hui pour un agriculteur de transformer ses produits, de reprendre la main sur le produit? C'est une nécessité. Là, on parle de la diversification. La diversification, comment qu'on arrive à être diversifié, c'est souvent par besoin, parce que vous êtes sur une exploitation où vous avez, par exemple, de la main-d'œuvre supplémentaire, donc vous pouvez l'occuper. C'est souvent aussi par besoin économique, la diversification. Mais ça peut être aussi par challenge. Et comment vous l'avez mis au point? Comment vous avez mis au point tous ces produits? Avec des cuisiniers, ou c'est vraiment de la cogitation dans la cuisine de la famille Chevalier? Tout à fait, oui. C'est surtout ma belle-sœur qui aime bien travailler ses recettes et qui a fait un bon nombre d'essais et qui nous fait déguster. Mais celle-là j'ai mis ça, celle-là j'ai mis ça, c'est un peu plus, un peu moins. Et puis on arrive à faire un équilibre et puis on arrive à faire un produit qui est intéressant et qui plaît à nos clients. Vous pouvez nous révéler des secrets? Quels sont les prochains produits que vous allez proposer? Les prochains... Je suis sûr que vous avez plein de choses, parce que là, il y a quoi? Il y a un velouté d'asperges vertes, je vais y arriver. Alors, velouté d'asperges vertes, là, c'est une nouveauté de cette année. Jusqu'alors, on ne faisait que des asperges blanches. Et puis, depuis 2 ans, on s'est mis à commercialiser de l'asperge verte en frais. Et puis, on s'est dit, pourquoi ne pas faire aussi un velouté d'asperges vertes?
L'asperge verte, là, c'est la spécialité de l'asperge verte, c'est qu'elle est beaucoup plus tonique en goût. Là, on a voulu associer un fruit de mer avec de l'asperge. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus délicat. C'est quoi, c'est de la Saint-Jacques? C'est de la coquille Saint-Jacques. Donc c'est beaucoup plus délicat et ça donne vraiment un goût assez exceptionnel. Et le prochain velouté, ce sera quoi? Je peux pas vous dire, on n'a encore pas trop réfléchi, mais je pense qu'on aura certainement encore de nouveaux produits dans les années à venir. Alors, s'il y a bien un produit qui fonctionne parfaitement bien avec les asperges, c'est le foie gras. Et comme on est dans le Grand Est, bien évidemment, on va s'intéresser au foie gras d'oie d'Alsace et on va retrouver quelque part dans la foire de Châlons notre Tintin reporter Julien Rosburger. Julien, c'est à vous. Bonjour à tous, aujourd'hui on va se régaler avec un foie gras d'oie, pas comme les autres, très très bon. Je suis avec Anne-Caroline Schimberger. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce foie gras? Donc le foie gras d'Alsace, donc là en l'occurrence c'est du foie gras d'oie. C'est vraiment un produit très gastronomique, très apprécié en Alsace, c'est vraiment très raffiné. Alors votre entreprise, c'est une entreprise artisanale qui est faite aussi par la famille, une entreprise familiale. Vous êtes deux avec votre mari, c'est bien ça? Tout à fait. Alors vous pouvez m'en dire un peu plus, ça fait combien de temps? Ça fait une dizaine d'années maintenant que vous faites ce foie gras? Voilà, donc l'entreprise a une dizaine d'années. On perpétue vraiment un savoir-faire très traditionnel alsacien. On met en avant le foie gras de façon gastronomique, très traditionnel en Alsace. On décline différents formats. Alors il y a différents formats, il y a un format qui marche très très bien, en tranche, en lingot, c'est bien ça? Voilà, en Alsace, on aime à travailler le foie gras frais, tranché. Pour les fêtes de fin d'année, c'est vrai que ça marche très très bien le foie gras tranché. En dehors de ça, donc vous privilégiez la qualité, il y a des gens qui viennent de Suisse, d'Allemagne pour chercher ce foie gras en particulier. Voilà. Nous sommes sur une zone frontalière, donc un produit très apprécié de la région suisse, alémanique également. C'est vraiment quelque chose de très typique en Alsace, très apprécié car très raffiné. C'est vraiment un beau produit gastronomique. Alors gastronomie bien sûr, mais aussi produits de qualité. Vous travaillez avec des éleveurs que vous connaissez, il y a un cahier des charges qui est vraiment très carré si j'ose dire, c'est bien ça hein? Voilà, donc le cahier des charges de l'entreprise, on travaille des produits français, on est très rigoureux sur la provenance, on a de petits éleveurs qui travaillent pour nous. Nous achetons la bête entière et on retravaille toutes les parties du canard et de l'oie. Alors par rapport à l'oie, vous m'avez dit c'est quelque chose de plus précis, de plus minutieux que le canard. Et en plus c'est un savoir-faire qui se perd. Le foie gras d'oie est beaucoup plus technique à mettre en œuvre, beaucoup plus fragile également au niveau de la texture. Et alors ce foie d'oie d'Alsace, comment dire, est-ce que vous avez une petite recette, une façon de le manger qui est un peu différente? Le foie gras d'Alsace, c'est un produit très raffiné. C'est vraiment un savoir-faire très technique et Petite recette, c'est un secret. Et vous le mangez comment, vous, à la dégustation? À la dégustation, donc très simplement avec un morceau de pain brioché et un beau verre de Gewürztraminer. Et alors, vous êtes aussi sur différents produits, comme je vois ici. Le but, c'est aussi de mettre tout ce qui est filière et l'Alsace en lumière, si j'ose dire. Donc nous cherchons vraiment à mettre en avant un savoir-faire, des traditions vraiment très, très anciennes en Alsace. Et partager tout simplement le savoir-faire, mettre en avant toute cette tradition par l'excellence de... Alors comme vous le savez, on a la foire de Châlons. À la foire de Châlons, on m'a beaucoup parlé de ce foie gras. Ça fait combien de temps que vous êtes maintenant à la foire de Châlons? 3 ans. Et vous avez un petit restaurant alors, qui est juste derrière nous. Au début, c'était 4 à 8 couverts. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement aussi pour les différents produits que vous proposez ici. Donc nous avons un petit restaurant à disposition. Et on propose sur assiette tous nos produits, donc fabrication maison, artisanale. Et effectivement, il y a un réel engouement pour le circuit de la vente directe. Les gens apprécient énormément la qualité et sont très réceptifs. Et c'est normal, parce que vous pouvez aller voir sur leur site internet qui est très très bien fait. Il y a de nombreuses médailles, c'est bien ça, vous avez gagné beaucoup de médailles, même au sein de l'agriculture, encore en 2016. Effectivement, donc la maison a été mise en avant sur différents produits. Donc en 2013 sur le foie gras d'oie, 2015 pour notre magret et nos charcuteries d'Alsace, et 2016 avec la médaille d'or sur le foie gras de canard. Et si on veut vous trouver à la foire, si on a envie de manger ce foie gras, où êtes-vous? Donc nous nous situons dans le hall 1 à l'Aidé. Ok, très bien. Merci beaucoup encore pour ces petits conseils, cette petite recette et pour ce foie gras très bon. On se retrouve à très bientôt. Moi, je vais continuer à me balader dans les allées de la foire pour encore vous trouver des petites choses à déguster. À tout à l'heure.
Ah, Julien, vous avez vraiment un métier très difficile et d'ailleurs vous êtes un petit peu agaçant parce que vous êtes le seul qui peut goûter des produits de terroir sans jamais prendre un gramme. Franchement, il faudra que vous m'expliquiez comment vous faites. Alors, on a dans le direct de Julien, on nous expliquait qu'on pouvait manger du foie gras avec bien évidemment des vins d'Alsace. Mélanie Grégoire, on ne pourrait pas boire une petite bière avec du foie gras ou c'est une hérésie? On peut tout à fait boire de la bière avec du foie gras. Comme on fait des repas tout au vin, on peut aussi faire des repas tout à la bière. Alors avec un foie gras, je bois quoi par exemple? Pour accompagner un foie gras, on peut prendre une bière blonde, une blonde triple ou bien une bière ambrée. Ça passe tout à fait. Et ça fonctionne Oui. sans problème? Sans problème. Ça dénature pas ni l'un ni l'autre? Non, au contraire, ça met en valeur justement aussi le foie gras. Hervé Gourdet, il est question d'asperges ou de foie gras dans les légendes ardennaises? Non. On y faisait bonne table, mais il n'y avait pas de légende. Oui, je pense qu'il doit y avoir quelques histoires un peu croustillantes à ce niveau-là. Non, je n'ai pas de souvenir d'avoir d'histoire d'asperges dans les légendes ardennaises. Ouais. Mais ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être certainement, oui. Ouais. Alors, Christophe Dufossé, devant vous, il y a un plateau extraordinaire. Avec quoi? Des côtes d'agneau? Non, apparemment, c'est de la côtelette d'agneau? Là, on est un sur carré du d'agneau? porcelet. Du porcelet? Oh là là, ben oui, je suis vraiment très mauvais. Hein. Je voyais ça de très très loin. Alors, expliquez-nous ce qu'il y a sur ce plateau. Alors bon, déjà, venant de la Lorraine, il était important de présenter les produits qui sont un peu phares de la région. Donc il y a déjà le cochon dans sa totalité. Donc là, c'est vrai que je vous ai apporté un carré de cochon, pardon. Mais même vous, hein, Oui, même oui. vous. Parce que c'est un carré de porcelet, donc il y a moins de 10 mois d'élevage. C'est fondant, on le voit. En plus, la couleur est blanche. Toutes les parties du cochon peuvent être utilisées. On l'utilise aussi pour faire le traditionnel pâté lorrain, qui est souvent additionné un peu de foie gras pour ceux qui veulent mettre dans l'excellence. Et ensuite, il y a toujours des dérivés, dont le fuseau lorrain. Alors, c'est quoi le fuseau lorrain? C'est le saucisson emblématique de la Lorraine. C'est à la Lorraine ce que le Oui, on Jésus peut est à dire. Lyon, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, il se déguste même autour d'une bière, on peut, autour de vin d'AOC de la Moselle, mais tout autre liquide. Et ensuite, là, il y a un petit dérivé, un artisan qui fait une petite rosette, si on veut, à base d'alcool de Mirabelle. Donc, c'est un peu relevé. Et c'est vrai que l'alcool de Mirabelle, on la voit souvent en alcool à 50-60 degrés. Là, elle est dans le saucisson. Donc, son goût est atténué, pas très fort. Et ça donne une petite richesse et un goût savoureux au saucisson. Et puis, il y a les fromages. Alors, il y a les fromages. Là, on travaille, nous, avec une petite ferme qui fait des petits chèvres. C'est vrai que dans chaque région, maintenant, aujourd'hui, on a tous ces produits qui sont des produits pour un restaurateur. C'est faire la jonction entre le producteur, l'artisan et bien sûr le client. Donc, nous, on est là pour la mise en avant, le fait de mettre le produit qui excelle pour qu'il y ait un remerciement vis-à-vis de l'artisan qui se donne à travailler. Puis nous, on excelle dans soit le fromage, soit le cochon. On a amené aussi la Mirabelle de Lorraine, parce que la perle. Et c'est la grande période de la Mirabelle. Quoi, Oui, ça tout se à termine fait. un petit peu là. Hein? Non, on a encore le temps. C'est du 15 août jusqu'au 20 ou 30 septembre. Une production importante chaque année, avec un ensoleillement bien sûr. Et il y a un côté, il faut se méfier, il y a un côté addictif. Hein. Quand on a une assiette de Mirabelle de Lorraine, on a l'impression, on mange ça quasiment comme, Voilà. comme les cacahuètes à l'apéritif, voire comme les bonbons pour les enfants. Comme les bonbons, on peut l'utiliser en salé, en sucré. Donc en salé, on parlait tout à l'heure de foie gras, c'est délicieux. On peut même faire un déglaçage avec de la bière. Et si c'est en sucré, traditionnellement, c'est la tarte avec un petit flan, comme en Alsace. Je me suis permis d'amener aussi la richesse de nos rivières. Donc là, c'est une truite. On aurait pu aussi avoir des écrevisses. Hein. La crevisse, un peu plus tard. Mais là, c'est une belle truite rose, truite bleue, que l'on cuit tout simplement dans un fond blanc. Et alors, tout ça, tous ces produits-là, on les retrouve sur votre table à Metz? Oui, parce qu'on a le restaurant étoilé, on a aussi la brasserie. Donc sur des produits comme le cochon en croûte ou les saucissons plus sur la brasserie. Et là, comme c'est au niveau du cochon de lait, c'est de l'excellence. Il est cuit comme ceci, ensuite découpé devant la clientèle et après additionné à une garniture de légumes. Ça peut être des asperges aussi. Et là, ce carré, alors pas d'agneau, mais de cochon, de porcelet, on fait cuire combien de temps? C'est quoi? C'est une cuisson au four avec des herbes? L'idéal, c'est toujours de colorer les viandes avant, d'accord, avec un peu de matière grasse, de l'huile. On travaille beaucoup l'huile d'olive bio. Quelques aromates, thym, laurier. Coloration, on va dire 2 ou 3 minutes de chaque côté. Et ensuite, on le met 20 minutes à 200 degrés. Et vous le coupez, il faut qu'il soit blanc et il faut qu'il y ait à côté juteux pour la cuisson. Donc, petit passage à la poêle avant d'aller au four. Pour donner du goût. On appelle ça pincer les sucs. Et alors vous êtes un adepte hein, des produits de proximité, hein, c'est votre credo à Metz.
au magasin des vivres. Vous y prenez comment? Vous arrivez à trouver tous les produits pour... parce que quand on est chef, et a fortiori chef étoilé, on a besoin de tas de produits pour susciter l'imagination. Bon, déjà, il faut partir sur ce qui se fait dans sa région. Nous avons une association qui s'appelle Mangeons Mosellan, qui regroupe une trentaine d'artisans de tout horizon, toute profession. On a même des escargots que j'ai emmenés. Nous, ce qu'on prône, c'est la proximité, le slow food. Et ensuite, quand un produit, on ne trouve pas du homard en Lorraine, mais on peut le trouver en Bretagne. Donc on va chercher et après, je fais partie par exemple de collège culinaire, qui est aujourd'hui une force importante de chefs étoilés et non étoilés, où regroupe aujourd'hui 1000 restaurateurs, 500 producteurs. Et aujourd'hui, un Lorrain peut acheter alors soit des asperges, suivant si la personne est dans l'association. On peut les chercher dans les Landes, on peut les chercher bien sûr aussi ici. J'ai eu un parcours il y a quelques années en Champagne. J'ai été le chef du Royal Champagne quand j'ai gagné ma première étoile. Donc on se fournissait en asperges et en fraises des bois, qui est une très belle région ici, pour cette production. Et ce qu'on trouve à votre table, c'est du 100% lorrain, du 100% Est, Grand Est, on va dire? Pas surtout, bien sûr, mais 30 ou 40%, oui, il faut valoriser sa région. Et l'inspiration pour un chef comme vous, elle naît comment? Je dirais que... En se baladant dans les champs, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, suivant les saisons, suivant le temps, l'humeur aussi, on est des chefs un peu... caractériel, donc... Il paraît, on dit ça des chefs, c'est vrai ou c'est une légende? Non, c'est vrai, mais pas caractériel dans le sens où on met les chefs comme si c'était des gens qui criaient, qui étaient énervés. Non, caractériel dans le sens où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Donc la sensibilité, elle se retrouve dans les choix des produits, des rencontres, des hommes et des femmes. Et c'est vrai qu'on peut avoir parfois un peu des grincheux quand on cuisine quelque chose et on n'obtient pas ce que l'on souhaite. Et cette proximité, pour qu'on comprenne bien, je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs qui disent oui, il est gentil, mais ça c'est un argument commercial, c'est du marketing. Cette proximité, c'est important pour vous? Aujourd'hui, oui. C'est du marketing pour avoir la deuxième étoile ou c'est autre chose? Non, du tout. Demain, avoir une deuxième étoile, alors bien sûr, la qualité des produits, parce que la star, c'est pas le chef, la star, c'est le produit. Donc il faut vraiment avoir un lien avec son producteur. Mais ce lien, il ne se fait pas en disant juste je vais acheter le cochon. Il faut aller le voir, il faut comprendre comment il travaille. C'est un enrichissement, c'est culture. Et en même temps, après, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un choix. Soit on va dans des grands magasins et on achète et c'est tout prêt. Soit on a envie de rentrer un petit peu dans ce que font aujourd'hui. Les clients aujourd'hui ne sont pas dupes, ils connaissent, ils aiment. Il y a un renouveau, on va sur les marchés, on va avoir un contact, on veut savoir comment ça se produit. Et il faut être honnête que l'économie, on disait tout à l'heure, l'économie locale, elle est importante. Et aujourd'hui, si nous, on n'est pas capable d'aider aussi les producteurs à acheter leurs produits, parce que c'est du temps, c'est de la main-d'œuvre, il y a de l'amour dedans. Donc il n'y a pas de... Non, on n'est pas dans une cuisine de showbiz. Il y a de l'amour, il y a des humeurs de chef. Et finalement, la technique, c'est presque secondaire, si je vous comprends bien. La technique, vous l'avez. Après, c'est les produits que vous magnifiez. Voilà, parce qu'après, on peut être un très bon technicien, mais si le produit est mauvais, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je dis toujours, vous prenez une baguette, elle est bien chaude, vous la mettez au congélateur, les gens diraient comment? Si vous la filmez bien, vous la mettez au congélateur chaude. Quand vous la ressortez, vous la passez au four, vous ne la verrez pas qu'elle était au congélateur. Mais par contre, si le pain est rassis et vous le mettez au congélateur, quand vous le ressortez, il sera toujours rassis. Alors, il y a votre restaurant étoilé, il y a une brasserie aussi à côté. Il y a une brasserie, on fait aussi traiteur. Et est-ce qu'il y a on peut dire qu'il y a une identité lorraine en matière de cuisine? Elle l'a été, puisque même si je ne suis pas lorrain maintenant depuis 10 ans, il y a un respect quand même. On vous a donné votre visa, c'est bon, il n'y a pas de problème? Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, il y a un intérêt à ce que quand on est chef étoilé, on devient un peu l'ambassadeur de sa région. On est plusieurs, je ne suis pas tout seul. J'ai même un établissement en Chine, et même en Chine, on fait des produits lorrains. Qu'est-ce que vous leur faites manger aux Chinois? D'abord, c'est où votre établissement? Il se trouve à Chengdu, sud-ouest de la Chine, petite ville de 14 millions d'habitants. Voilà, la ville des pandas aussi. Exactement. Voilà. Très belle région d'agriculture, puisqu'aujourd'hui, il y a cette richesse. Donc 50% des produits, on va sur le marché, et 50 produits, on les fait venir de France. Des produits sensibles comme le homard, mais il y a un intérêt aussi à montrer cette distribution et surtout cette récolte. Et là, parmi tous les produits qui sont sur la table, là, il y a des produits qu'on pourrait retrouver à Chengdu, par exemple, dans votre restaurant? Le cochon, bien sûr. Ils ne sont pas très fromage aujourd'hui. Ils commencent à apprécier les fruits, oui, énormément de production de fruits, et les poissons, puisque nous, on n'utilise que les poissons de chez eux, poissons de rivière. Mais le porc, c'est pas du porc lorrain que vous leur proposez? Non, malheureusement, on ne peut pas tout faire, il y a des barrières. Alors, dans tous les produits dont vous m'avez parlé tout à l'heure, il y a les écrevisses. Oui. Les écrevisses dans la région, et notamment les écrevisses à pâte rouge, c'est un produit emblématique. Voyez plutôt.
L'écrevisse est complètement un produit de région pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, du fait de sa rareté, on n'en trouve pratiquement plus. Et c'est vrai que, on va dire, à peu près tout l'Est de la France connaît ce produit. Ça fait partie de la tradition culinaire. Donc, les poissonneries parisiennes et dans le sud de la France ont relativement peu d'écrevisses sur les étals. Et je vous invite, dès que vous en voyez, de la pâte rouge française, à l'essayer. Au carrefour de la Champagne, de la Lorraine et de la Bourgogne, tout près de l'ancienne cité fortifiée de Joinville, un homme a décidé de sauver l'écrevisse française à pattes rouges, autrefois foisonnante dans les rivières de France. Jean-Pierre Géraher s'est lancé il y a quelques années dans l'astaciculture, autrement dit l'élevage d'écrevisses. Comme vous pouvez le constater, vous êtes ici sur notre site où on se retrouve avec différents étangs. Et dans chacun de ces étangs, on va retrouver donc notre fameuse écrevisse à pattes rouges que nous élevons depuis une douzaine d'années maintenant. L'écrevisse à pattes rouges est considérée comme la plus noble des écrevisses. Son goût, la texture ferme de sa chair se démarque des autres variétés. Mais pour l'élever dans de bonnes conditions, elle a besoin d'une eau claire et pure. Pour élever des écrevisses à pattes rouges, la qualité de l'eau est vraiment primordiale. Je veux dire, sans cette eau, on ne peut rien faire. Et cette eau arrive donc des plateaux par voie souterraine, donc traverse les forêts, est filtrée et ressort donc à ce niveau-là et arrive donc chez nous en traversant des terrains privés. Jean-Pierre dispose de 13 bassins répartis sur 2 hectares pour un élevage d'environ 50 000 écrevisses. Pour les attraper, il utilise un appât constitué de granulés bio dont l'odeur attire les crustacés. Moi, je suis en train de faire le travail quotidien, c'est-à-dire qu'on fait nos pêches, on relève toutes les nasses. On fait déjà un premier tri ici, on récupère les écrevisses les plus grosses qui peuvent partir en consommation. Et le reste, on les remet dans les étangs, puisqu'en fait, tant qu'on a des températures idéales pour la croissance, les écrevisses vont continuer à faire leur mue. Donc elles vont continuer à grossir. Donc là, on a un spécimen, c'est un beau mâle. Alors pourquoi écrevisse à pattes rouges? Tout simplement, si on regarde le dessous des pinces, on voit que c'est rouge, ainsi que le bout des pattes. On voit très bien que le bout des pattes est rouge, même tout petit, ça se voit déjà. Dans les cours d'eau douce de France vivent 7 espèces distinctes d'écrevisses. Des espèces autochtones, la patte blanche, la patte rouge et l'écrevisse de torrent, plus petite et pêchée en montagne. Puis, les espèces dites introduites, comme l'écrevisse américaine, la patte grêle, l'écrevisse de Louisiane ou encore la signale. Toutes se nourrissent par elles-mêmes, pourvu que le milieu dans lequel elles évoluent ne souffre pas de pollution. Dans ces bassins d'élevage, Jean-Pierre y veille avec grand soin. À l'intérieur de ce beau bassin, qui a été donc le premier étang que nous avons construit, on va retrouver donc des plantes aquatiques, bien sûr, et notamment la spirogyre, c'est cette plante que l'on voit en surface, qui fait partie de la nourriture première de l'écrevisse. C'est très riche en micro-organismes et l'écrevisse s'en nourrit principalement. Omnivore, ce crustacé filtreur se nourrit également de têtards et de poissons morts. Ça, c'est déjà des morceaux qui sont intéressants. On les pesera tout à l'heure, on verra bien le poids. Il faut, pour que cette écrevisse vive, une eau pure, limpide, et qu'elle puisse se nourrir dans ces étangs qui sont faits de façon artisanale, artificielle, trouver une nourriture, végétation, des petits moustiques, des petits moucherons, et cette écrevisse va baigner, c'est le cas de le dire, dans cette alimentation, dans cette eau, et donner une écrevisse au goût incomparable. Retour sur le plateau de Campagne TV pour le MAG en direct de la 70e foire de Châlons. Alors là, franchement, Christophe Dufossé, les écrevisses, a priori, quand on les voit dans les nasses, ça fait pas envie. Mais après, qu'est-ce que c'est bon? C'est un fabuleux produit, très délicat, très sensible, mais très goûteux. Donc, vous en avez bien évidemment à la carte? Oui, bien sûr.
Et est-ce qu'il y a une saisonnalité pour les écrevisses à pâte rouge? On peut être dans cette période-là. En hiver, c'est plus rare. Et moi, j'aime la travailler avec des salades, des choses comme ça. En sauce, c'est très bien, mais la sauce dénature le produit. Donc c'est toujours bien d'avoir une écrevisse complètement décortiquée. On peut l'associer avec une belle salade d'artichaut, artichaut violet, un petit filet d'huile d'olive, et c'est très goûteux. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les carapaces des écrevisses, comme on le fait par exemple avec les langoustes ou les homards? On garde bien sûr les carcasses pour en faire des fonds. Donc on le projette sur de l'huile chaude, d'huile d'olive, avec des aromates, des petits légumes. Après on rajoute de l'eau et on laisse cuire pendant quelques heures, ce qui donne des jus, des concentrés d'écrevisses. C'est fabuleux. Après on peut y rajouter de la crème, et là ça devient une bisque d'écrevisses. On peut faire beaucoup de choses avec l'écrevisse. Tout est bon, on mange tout. Alors, on a vu les asperges, on a vu les produits de terroir du Grand Est, on a parlé des écrevisses à pâte rouge. Maintenant, il faut répondre à la question fondamentale, Mélanie Grégoire. On boit quoi avec tout ça? Vous allez me dire une bière. Oui, mais laquelle? Je ne sais pas choisir. Moi, il y en a trop, là. Avec l'écrevisse, on pourrait essayer un peu l'Arbonne Obscure, qui est une bière un peu plus amère. C'est en fait un mariage de 4 maltes différents et 4 houblons différents. Et ça peut peut-être bien fonctionner. Alors, on va parler justement de ces bières artisanales dans la brasserie Ardouane. Alors, je disais tout à l'heure que la bière dans les Ardennes, ça revient de loin, parce qu'à une certaine époque, il y avait 230, c'est ça, 230 brasseries artisanales. Oui. Et pourquoi ça a disparu? Alors, les Ardennes, ça a aussi un triste passé. On a eu deux guerres successives et le matériel de brasserie a été réquisitionné pour l'armement français. Donc, ça a vraiment causé la perte de la brasserie ardennaise. Tout le matériel a été transformé en obus pendant la Première, Deuxième Guerre mondiale? Voilà, c'est ça. C'est terrible, c'est une tragédie, ça. Et aujourd'hui, du coup, alors comment ça a été relancé? Comment vous êtes relancé dans cette aventure? Alors en fait, à la base, c'est Daniel Guérin, le fondateur de la brasserie, qui a constaté en fait qu'on avait toutes les matières premières en Champagne-Ardenne pour fabriquer de bonnes bières. Et malheureusement, il n'y avait plus de brasserie. Donc il en a parlé autour de lui. Il a été il a fait un peu de l'investissement participatif avant l'heure. Il a utilisé son réseau. C'était à quelle époque, ça? C'était il y a une quinzaine d'années, à peu près, les prémices. Et il a donc récolté des fonds dans son réseau pour créer le projet d'une brasserie dans les Ardennes. Donc ils ont mené un projet vraiment de A à Z pour trouver le lieu pour fabriquer, monter la brasserie. Ils ont inventé une marque, ils ont trouvé un brasseur, ils ont vraiment tout créé de A à Z. Et moi, je vais vous poser la question qui tue. C'est quoi la différence entre une bière qui vient de chez vous et, j'allais dire, une bière lambda d'une grande marque multinationale? Alors, comme j'ai conscience que c'est une question tout à fait désagréable que je vous pose. Hein. Non. Comme tout produit, en fait, vous avez la notion de terroir. C'est-à-dire que à 95%, la bière, c'est de l'eau. Et l'eau qu'on utilise, c'est l'eau de source de notre sous-sol, qui va avoir une minéralité particulière et qui va aussi apporter un goût à la bière. C'est des céréales de Champagne-Ardenne en majorité. Et puis, nous attachons aussi à avoir un goût authentique pour nos bières, à vraiment travailler les céréales pour donner le meilleur de nos maltes, de nos houblons. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des bières au goût authentique et pas jouer uniquement sur un produit très lissé, très standardisé pour plaire au plus grand nombre. L'idée, c'est d'avoir vraiment du goût authentique. C'est quoi un goût authentique? C'est-à-dire avoir le goût des céréales, pas forcément utilisé en fonction du cours des matières premières, comme peuvent le faire des industriels du riz ou bien du maïs, mais c'est vraiment utiliser que du malt d'orge et du malt de blé pour les bières blanches et travailler des matières premières de qualité pour avoir un produit fini de qualité. Alors, petite leçon de choses sur la fabrication de la bière. Il y a quoi dans une bière? Vous m'avez dit, bon, c'est majoritairement de l'eau, mais après? Après, donc, vous avez du malt. Le malt, c'est une céréale qu'on fait germer, qu'on va ensuite voilà, on va ensuite en fait la tourailler, c'est-à-dire qu'on va la faire plus ou moins griller pour obtenir une couleur différente. Plus la couleur va être pâle, plus on va pouvoir faire des bières blondes. Plus elle va être foncée, plus on va pouvoir faire des bières donc d'une couleur foncée, des bières ambrées ou alors des bières brunes dans l'extrême. Et toute la matière première vient de la région Grand Est? On trouve tout?
Alors, la Champagne-Ardenne, c'est le premier producteur mondial de malt brassicole. Donc, la majorité de nos maltes sont issus de Champagne-Ardenne. Alors, vous le disiez tout à l'heure, les guerres sont passées par là, les machines ont été transformées en obus. Le savoir-faire, il existait encore ou est-ce qu'il avait disparu avec tout le matériel qui servait à fabriquer la bière? Le savoir-faire n'a pas complètement disparu parce que nos voisins belges ont bien pris le relais et le savoir-faire n'est pas complètement perdu et on a pu aussi apporter notre pierre à l'édifice et créer entre guillemets notre ADN pour nos produits. Alors on va parler de ces bières, il y en a quoi, 6, 7 devant nous. Expliquez-moi un peu les différences parce que je vois des choses, je vois blanche, blonde, ambrée, cerise. Et ça, c'est quoi la différence entre tout ça? La différence, c'est aussi... C'est une bière avec des cerises dedans, non? C'est quoi? Du pur jus de cerise. La bière à la cerise, c'est une bière aromatisée avec du pur jus de cerise. Donc on va vraiment avoir, en termes de sucre, on va vraiment avoir quelque chose de plus naturel, moins le goût d'édulcorant comme on peut retrouver dans d'autres bières. La différence entre chacune des bières, c'est aussi les assemblages de céréales. En fonction de la torréfaction du grain, vous allez avoir différents goûts. On peut utiliser aussi des maltes tourbés comme dans la bière ambrée, ça va donner des petites notes un peu de whisky. C'est quoi un malte tourbé? C'est le même process que les maltes qu'on va utiliser pour la fabrication des whiskies. Donc on va vraiment ressentir des au notes niveau de du goût, whisky ça a plus le goût de whisky que de bière? Non, pas plus, mais c'est subtil, c'est assez subtil. Ouais. Alors, il y a les bières blondes, alors là vous nous l'expliquez tout à l'heure, hein, peu torréfiées, c'est ça? Exactement. Et alors, il y a d'autres bières, là j'ai du mal à me repérer, parce qu'il y a des noms un peu étranges. Ouais. Une bière cerise, une bière blonde, une bière ambrée. On a une triple blonde du nom de Voigny qui est un sanglier de 50 tonnes qu'on retrouve sur le bord de l'autoroute dans les Ardennes. On a l'Ardenne obscure, hop en anglais signifie le houblon, cure le remède, donc le remède au houblon. Et celle-ci c'est une bière donc plus houblonnée et plus amère que les autres. Et puis on a la Voigny rouge qui est une bière aromatisée griotte et kirsch qui titre autour de 8 degrés. Et aujourd'hui, c'est une grosse production pour vous, en quelques chiffres? Aujourd'hui, on produit à peu près 3000 hectolitres par an. Et distribué dans la région uniquement? Principalement dans le nord-est de la France et puis un petit peu à l'étranger sur le marché asiatique, en Chine et au Japon. Ah justement, vous êtes comme Christophe, vous êtes présent sur le marché chinois. Oui. Dans quel type de circuit de distribution? Dans la restauration? Donc c'est des importateurs, donc c'est des distributeurs qui achètent nos produits. Donc plutôt dans l'activité CHR, café, hôtel, restaurant. Et vous êtes plutôt là-bas aussi positionné comme produit haut de gamme parce que produit français? Tout à fait, exactement. Et l'avenir alors, il se dessine comment? L'avenir de la bière dans les Ardennes? J'espère qu'il va être beau, l'avenir de la bière dans les Ardennes. C'est vrai qu'il y a un vrai regain pour les bières spéciales en France de manière générale. Donc on espère que ça va être aussi porteur pour notre activité. Alors on l'a vu il y a quelques années, les bières artisanales avaient peu droit de cité dans les grands rendez-vous nationaux. Je pense par exemple au Salon de l'Agriculture, au concours général agricole. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous-même, vous participez à ces grands concours? Tout à fait. Depuis le début de la brasserie, en fait, on participe au concours général agricole. On en ressort plutôt satisfait puisqu'en 10 ans, on a obtenu 11 médailles au concours général agricole de Paris. La dernière étant une médaille d'or sur notre bière blonde. On commence à participer aussi à des concours internationaux. On a participé donc au concours international de Lyon l'an dernier où l'Obscur a obtenu une médaille d'or. Et puis dernièrement, pareil, l'Obscur a une médaille d'or au Nordic Beer Challenge à Stockholm. Et ça permet de mieux valoriser ou en tout cas de mieux faire connaître vos productions? Tout à fait. Ça développe la notoriété de la bière et du coup notre potentiel à l'export souvent. Bon, Christophe Dufossé, il y a de la bière ardouenne dans votre restaurant de Chengdu? Non. Je pense qu'aujourd'hui, on est un établissement très haut de gamme, ça n'a rien à voir. La bière se consomme chez les Chinois dans des pubs. Il y a des pubs spécifiques, mais c'est vrai que les Chinois apprécient beaucoup la bière européenne et sont des grands consommateurs de bière. Alors nous, on est un peu décalé parce que pour les Chinois, effectivement, c'est un produit de pub et choses comme ça. Nous, on a tendance à dire maintenant que la bière peut rentrer dans les restaurants étoilés, qu'on peut faire des repas gastronomiques avec de la bière, que c'est plus un tabou et c'est plus une mauvaise chose quoi, Non, la bière, elle est utilisée, comme vous disiez, à la place du vin. Ça peut être un choix, on peut l'agrémenter sur certains plats.
Et après, nous, on la cuisine dans deux approches. Soit on utilise la bière comme celle-ci, et par magie, avec un peu de lécithine, on émulsionne et ça fait une émulsion de la bière, mais on a le goût directement prononcé, et sur de l'asperge ou autre, on peut le travailler. Soit on additionne la bière avec des aromates, des échalotes, de la crème. Donc on retrouvera un peu le goût de la... Mais moi, je préférais avoir le concentré directement de la bière. Et vous, Daniel Chevalier, avec vos asperges, c'est plutôt vin ou plutôt bière? Avec les asperges, on dirait c'est plutôt vin blanc. Mais on peut essayer de déguster des asperges, peut-être avec de la bière, et peut-être que c'est une idée à creuser. Alors, on va passer de la table aux légendes, j'allais dire, des nourritures du corps aux nourritures de l'esprit, avec vous, Hervé Gourdet. J'ai choisi de vous faire intervenir à ce moment précis parce que finalement, entre la bière et vous, il y a comme un lien. Il y a beaucoup de points communs en fait. Déjà, on parlait tout à l'heure de la renaissance de la bière, toute cette mouvance en ce moment, on retrouve un petit peu nos racines. Mais dans les légendes, c'est un peu pareil. Il y a eu une période justement après-guerre où on a perdu un petit peu l'idée des contes et tout ça, des légendes, on ne se parlait plus tellement auprès des veillées et tout ça. Donc et tout ça, ça revient en ce moment. D'ailleurs, on est en train d'organiser un festival sur le thème et il y a un engouement incroyable sur les légendes, pas forcément que ardennaises, mais de toutes les régions. En fait, chacun veut vraiment faire revivre un petit peu son patrimoine, quoi. Et quand je disais il y a un lien, si on regarde l'étiquette des bouteilles, expliquez-moi un peu ce lien. Le Ardouin, c'est Arduina en fait, hein, c'est la version romaine d'Arduin qui était un dieu celte en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que les Ardennes à la base, comme beaucoup d'autres régions, la Lorraine, etc., les Vosges, l'Auvergne étaient celtes, il y avait les celtes partout. Et donc Arduin vient du celte en fait, hein, donc littéralement c'est la hauteur sombre, donc c'est-à-dire la colline noire, quoi, la hauteur sombre. Et donc Arduina, Ardouin, tout ça c'est lié, c'est le dieu, c'est une déesse et un dieu celte ardennais quoi à la base, voilà. C'est le nectar des dieux, la bière. Exactement, c'est l'élixir. Mais je trouve qu'elle fait une très belle Arduina. Elle représente bien la marque de l'Ardouin. Ouais. Alors, moi, je voudrais que vous m'expliquiez, maintenant qu'on revienne un peu à ce que vous faites, c'est-à-dire à ces albums de bande dessinée. Comment vous avez été amené à vous intéresser aux légendes ardennaises? Moi, je suis Parce que vous étiez de Charleville-Mézières, c'est ça, non? Je suis plus de la vallée de la Meuse, moi. Donc, on est vraiment dans le cœur des légendes ardennaises. Donc, c'est un petit peu pour l'équivalent des Bretons, la Brocéliande ardennaise. Donc, la vallée de la Meuse, c'est une région qui est extrêmement riche en histoire. Et moi, je suis né là-bas, en fait. Donc, je suis né dedans. Voilà. Donc, on va dire la grande légende phare ardennaise, c'est la légende des 4 fils Aymon, qui étaient 4 frères qui se battaient un petit peu contre Charlemagne. Donc, c'est une histoire qui remonte, qui a été écrite au XIIe siècle, XIIIe siècle, ce qu'on appelait une chanson de geste en fait à l'époque. Et donc voilà, donc moi je suis né là-dedans en fait, dans le creux vraiment des légendes locales, quoi. Et alors, vous l'avez décliné en bande dessinée, montrez-nous un peu. Oui, alors moi j'ai longtemps travaillé dans la pub, tout ça pendant des années, puis je suis revenu un petit peu aux sources, le dessin. Donc là, ce livre-là, c'est ma première bande dessinée en fait. Donc j'ai mis 40 ans avant de faire mon premier livre. C'est une histoire qui n'a jamais été traitée en France. Elle a été faite en Belgique dans les années 70, 70, comme ils disent. Voilà, donc, et moi j'ai décidé de la reprendre côté français parce qu'on parle beaucoup. C'est quoi cette histoire? C'est l'histoire des 4 fils Aymon, justement, en 4 tomes. Donc là, on est dans le premier album. Et il y a encore 3 albums à apparaître donc, dans les années qui viennent. Voilà. Et comment on prépare un album comme ça? On plonge dans des vieux grimoires, on essaie de trouver des vieux bouquins, des choses? Oui, il y a tout un patrimoine parce que la légende des 4 fils Aymon, elle a été beaucoup traitée dans les années 30, 40, après-guerre. Après-guerre, on n'en entend plus trop parler. On a Arthur qui prend beaucoup la place, hein, qui a repris qui est plus médiatisé, on va dire, mais les légendes des 4 fils Aymon étaient très connues dans toute l'Europe. Hein. On retrouve des traces jusqu'en Islande, en Italie, en Pologne. Et il y a un résidu qui se retrouve dans les Ardennes, donc belges et françaises, mais je trouve que c'était dommage, après tous ces siècles, qu'elle tombe dans l'oubli. Et donc l'idée, c'est d'en faire la même histoire. En fait, c'est le même fond, mais avec un support nouveau, différent, moderne, qui plaît aux jeunes, aux anciens, à tous les âges, en fait. Ah, justement, les jeunes, ils retrouvent quoi dans ces légendes ardennaises? Parce qu'en ce moment, la jeune génération, c'est Game of Thrones, c'est tous ces films d'heroic fantasy, oui, ou ces séries télé de chaînes. Alors moi, le but, c'est pas de rivaliser avec ça, parce que de toute façon, je n'aurais pas les moyens. C'est pas le futur Game of Thrones? Non. On pourrait croire qu'il y a quand même des similitudes. Je pense que ces récits-là, qui sont des récits avancés, puisent leurs sources dans les légendes locales, par contre. On parlait de Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Tout ça, ce sont en fait, des créations qui puisent dans le patrimoine, comme Disney
a fait longtemps, pendant des années, sur le patrimoine local de chaque région. Voilà, les châteaux ont été plus ou moins repris dans les dessins animés. En fait, à la base, il y a toujours le traditionnel local. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui me plaît beaucoup, justement, de faire revivre tout ce patrimoine local de toutes les régions. D'ailleurs, on a d'ailleurs fait un autre livre, une série de livres qui était une sorte de catalogue de tous les personnages légendaires qu'on trouvait dans la région des Ardennes. Mais il faut savoir, dans toutes les régions de France, on a la même chose. Et on est en train de préparer c'est les mêmes personnages, mais qui ne s'appellent pas de la même façon. Ils s'appellent différemment. Je vois par exemple en Ardennes française, on a un petit personnage qui est un peu rigolo, qui s'appelle le Pépé Crochet. Donc on va dire en Franche-Comté, on va le retrouver sous le nom de Tantari par exemple. Donc voilà, mais c'est les mêmes mythes à la base en fait, c'est les mêmes histoires, voilà. Alors on va regarder justement ces livres-là. Oui. Féerie, c'est quoi? Alors ça, c'est un double livre qu'on a sorti dans les années 2010-2011. C'était pour refaire justement reconnaître et revivre tout ce patrimoine qui tombait un peu dans l'oubli. Ouvrez-le. Voilà, on a décidé de sortir avec un ami une sorte de catalogue en fait de personnages fantastiques qu'on trouvait dans la région. Alors on peut en montrer quelques-uns. Nous on a les fameux Nutons. Montrez-nous un seul, voilà. Voilà, on peut vous montrer celui-ci par exemple. Donc ça, c'est le sautet, en fait. C'est un lutin ardennais, belge et français, parce qu'on est à cheval sur la région. Et donc, voilà. Et il a quoi de particulier, ce lutin ardennais? Lui, on lui donne souvent des petits travaux à faire, des petits travaux de couture. Quand il y a une chaussure qui est un petit peu, qui est pas très en bon état, on lui donne à faire ce petit travail. Et en échange, on lui donne de la nourriture et il nous répare nos chaussures. Donc voilà, ils ont chacun un rôle précis, finalement. Et puisqu'on parlait de nourriture tout à l'heure, il y a des personnages qui sont... particulier parce que gourmand, parce que toujours à table ou toujours en train de boire? Ça me vient pas à l'idée. Par exemple, dans les légendes bretonnes. Je sais qu'il y a par exemple un mythe sur Orval, par exemple là, l'abbaye d'Orval avec la truite. Mais sinon, il y a forcément. On parle des fées justement. Il y a un grand point commun avec les campagnes dans les régions. Donc les fées, on dit que c'est souvent le gardien de troupeaux de vaches. Donc c'est des troupeaux enchantés. Enfin voilà, on a toujours ce mythe de la campagne qui est quand même derrière. Et les personnages, est-ce que notamment dans les bandes dessinées, vous les faites évoluer? C'est-à-dire est-ce que les frères dont vous nous parliez tout à l'heure, est-ce qu'ils vont avoir des aventures? Est-ce que vous allez vous affranchir de la légende? Oui, justement, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est ce qui fait de la légende est vivante. Parce que si un jour on commence à mettre un terme, la légende était comme ça, donc elle meurt au bout d'un moment. Donc l'intérêt d'une légende, c'est qu'elle continue. Donc c'est vrai que moi, dans la légende des 4 Fussémons, je vais reprendre vraiment le vrai fil conducteur, mais peut-être que je vais pouvoir aussi mettre ma patte et inventer quelques petites choses pour faire continuer cette histoire. C'est quoi le fil conducteur justement? Racontez-nous un peu l'histoire des Fussémons. C'est très compliqué parce qu'il y a 13 000 vers en fait dans la version d'origine. Vous avez 30 secondes. C'est une sorte d'histoire qui est presque l'antipode le contraire d'une histoire de chevalerie classique, c'est-à-dire que le héros ne devient pas une sorte de héros comme Arthur peut le faire, mais c'est un petit peu le contraire, c'est un petit peu ce qui est atypique dans cette histoire. C'est une fuite entre Charlemagne, qui est dépeint un peu comme le méchant de l'histoire, pour une fois, et donc les 4 Fussémons qui essayent de se sortir de ces griffes de ce méchant, mais grâce à des symboles magiques, comme la fée Oriande, le Merlin ardennais qu'on appelle Mogiste, qui est notre magicien enchanteur local. Et puis on a aussi Bayard, qui est le cheval magique. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les noms changent, mais l'identité des personnages reste, leur spécificité reste. Oui, quand on fait des comparaisons souvent avec Arthur, c'est vrai que Renaud, qui est l'un des 4 fils des 4 Fussémons, on ne peut pas s'empêcher de penser à Arthur quelque part. Charlemagne, pareil. Il n'y a que Bayard qui est un petit peu propre aux Ardennes et on le retrouve nulle part ailleurs. Mais c'est vrai qu'on peut associer aussi Viviane avec la fée Oriande, qui est la fée attitrée à la légende des 4 Fussémons. Donc c'est vrai qu'à l'époque, il y a dû forcément y avoir des liens, peut-être même des copiages entre chaque région. Il y a des personnages, il y a des humains, mais il y a aussi des animaux. Oui. Moi, j'ai croisé un cheval tout à l'heure qui venait ici à la foire de Chalon. J'ai dit, waouh, on dirait un cheval un peu magique. Nous, notre emblème, c'est le cheval Bayard. C'est un cheval merveilleux qui pouvait s'allonger, parce que son père était un dragon et sa mère une serpente, donc il pouvait s'allonger. Et il accueillait justement sur son dos les 4 frères. Donc c'est une image qui revient souvent dans la légende des 4 Fussémons, c'est ce fameux cheval avec ses 4 frères sur le dos, qui revient tout le temps, voilà, et c'est un cheval merveilleux, un cheval magique, comme il peut y en avoir d'autres. Il y avait Pégase, il y avait la licorne, Sleipnir, le cheval d'Odin, voilà, il y a Bayard aussi qui est un cheval fantastique qui mérite d'être aussi remis au devant de la scène. Ça peut vous inspirer, ça, Christophe, non? Les légendes pour faire de la cuisine. Oui, parce qu'il y a une identité, il y a un ADN, donc il y a un terroir derrière. Donc ça, quand on veut élaborer une recette
avec une histoire, on se plonge aussi un peu dans ce qui se passait il y a quelques années. Et alors, en matière de bière, là aussi, quand on voit toutes ces légendes, on ne se dit pas, tiens, on pourrait créer quelque chose qui ressemblerait un peu à ce que décrit Hervé dans ses livres? Tout à fait, on y pense souvent à créer vraiment un côté légendaire et historique autour de nos bières. Après, c'est tout un art aussi de le mettre en œuvre, et pour l'instant, on n'a pas encore franchi ce cap. Alors, un point commun vraiment fort, c'est le rêve, justement. Ça, c'est le point commun qui est entre la cuisine. On est tous là-dedans, en fait. On est dans le rêve, on a beaucoup besoin de rêver en ce moment, surtout. On a vraiment besoin de ça, quoi. Hervé Gourdet, d'un mot en conclusion. Il y a aussi un événement important justement autour de tous ces personnages de légende ici dans le Grand Est. Oui, dans la semaine prochaine, donc le 9-10 septembre, on va faire une édition du Festival des légendes. Donc c'est un festival que j'ai créé en plein cœur des Ardennes, au lac des Vieilles Forges, près des Masures, en V. Et donc c'était un grand rassemblement sur tout ce qui touche aux légendes, mais sous toutes les formes. C'est-à-dire ça peut être à la fois de l'illustration, de la vidéo. On a 70 auteurs, salon du livre, des animations pour les enfants, etc., des conférences pour les plus sérieux. Donc c'est un grand rendez-vous. Ouais. Et est-ce qu'il y aura des sorcières et leurs balais? Certainement. Ils seront planqués. On aura même des licornes, par contre. On a réussi à trouver quelques licornes. C'est pas facile, mais on en a trouvé. Eh bien, écoutez, on vérifiera tout ça directement. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui sur le plateau de Campagne TV, ici à la foire de Châlons. Demain, moi, je vous retrouve à 11h pour le JT Terre d'Info. Et puis, demain après-midi, bien, vous retrouverez Éric Jean-Jean, notre spécialiste S gourmandise sur Campagne TV. Très bonne fin de journée.